Bien, bonjour à tous. Donc, c'est la dernière séance. Donc, comme d'habitude, je vous montre ce qu'on a vu jusque-là. Donc, les algorithmes géométriques de manière, disons, traditionnelle, puis leur application à génération de maillage, l'approximation de courbes et d'objets de plus grande dimension, en particulier la triangulation des variétés. La dernière fois, on avait revu des questions d'algorithmique fondamentale, en particulier la recherche de plus proches voisins en grande dimension. Et aujourd'hui, on va revenir sur l'ensemble du cours en l'abordant d'un point de vue un tout petit peu différent et en voyant à la fois qu'est-ce qu'on peut tirer de ce qu'on a fait jusque-là dans le cadre de l'analyse des données. Donc oui, je précise aussi que le séminaire sera donné par Frédéric Chazal, donc, que j'introduirai tout à l'heure, et qui parlera d'un sujet que je lui laisserai présenter sur l'analyse topologique des données. Donc c'est un nouveau sujet qui s'est beaucoup développé dans les 10 ou 15 dernières années. Alors, quelle est l'idée générale de ce cours? On a, surtout dans le début du cours, cherché à traiter les données géométriques, c'est-à-dire les points qui représentaient des coordonnées dans l'espace 3D souvent. On a vu aussi en plus grande dimension. Mais il y avait une évidence géométrique dans les données. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est essayer d'étendre les approches qu'on a développées jusque-là dans un cadre qui était d'évidence géométrique, dans un cadre peut-être plus abstrait, qui est celui de l'analyse des données, où une donnée peut être au moins représentée comme un vecteur de paramètres qu'on va considérer comme un point dans un espace qui peut être de grande dimension. Et si on définit entre les points une notion de distance, de ressemblance, on va pouvoir faire de la géométrie. C'est ça l'idée. L'idée qui suit immédiatement, c'est si on regarde ces données dans cet espace de paramètres, pensez par exemple à une image qui a donc 10 millions de pixels. Chaque pixel ayant une valeur d'intensité. Une image n'est pas une matrice aléatoire. Les données ne sont en général pas distribuées de manière uniforme dans l'espace de mesure des observations. Elles ont une structure. Donc, ce qui est censé être illustré par l'image que vous avez ici, des amas de galaxies dans l'univers, où on peut observer, alors là c'est en dimension 3, mais ça illustre le propos, les galaxies ne sont pas distribuées de manière uniforme. On voit se dessiner des amas, des filaments, des murs, des cellules, des grands vides. Et ces structures contiennent de l'information. En mesurant ces objets, en les identifiant, on peut chercher à expliquer la façon dont l'univers s'est formé. Donc c'est la démarche que je vais chercher à défendre, commencer au moins à introduire les grandes lignes. Étant donné des données qu'on va considérer comme des points, l'idée est d'inférer à partir de ces données des structures, des formes qui, on l'espère, seront porteuses d'informations. Elles vont prendre en compte les corrélations qui existent entre les données et chercher à les représenter. Et partant de là, on peut faire de l'analyse des données. Donc voilà le cadre, disons, un peu général. Donc il y aura 3 parties à l'exposé. La première partie, je vais discuter de 2 modèles géométriques. On en verra d'autres, en particulier dans le séminaire de Frédéric. 2 modèles très classiques pour représenter les données. Donc le premier, c'est les clusters, les amas, les grappes de données. Alors c'est une notion très vague. Il y a beaucoup de types d'amas qu'on peut vouloir identifier, détecter. Celui qui est en haut à gauche, c'est peut-être le plus banal, que je vais appeler les clusters centrés. On voit qu'ils peuvent être représentés par un point qui est au centre de l'amas, et donc on va chercher à détecter ces amas et leurs centres. Mais il y a d'autres
d'autres types de structures, de clusters qui seront intéressantes. À droite, Frédéric en parlera peut-être, c'est les traces de données GPS. Donc si des voitures se déplacent, on peut détecter comme ça les routes et chercher à identifier des structures linéaires qui représentent les données. Bon, en bas à gauche, vous avez un autre exemple de cluster dans lequel les formes des clusters n'est pas, disons, centrées. Et donc, il y a des formes plus complexes. Les identifier, c'est un problème d'une nature un peu différente. Et puis, je remontre une image de ces structures grandes structures de l'univers, dans lequel on voit à la fois des amas, des filaments, des murs et des grands vides qui les séparent. Donc on a beaucoup parlé dans les cours précédents de reconstruction de variétés, de modèles géométriques. Ce qui va distinguer ce qu'on a fait jusque-là de ce qu'on veut faire ici, c'est le fait qu'il n'y a pas de modèle évident auquel ces données appartiennent. On ne va pas, par exemple, comme dans le cas de la reconstruction de surface, avoir des points qui sont mesurés sur une surface dont on peut connaître a priori les propriétés, les caractéristiques, la courbure, et donc du coup définir des conditions d'échantillonnage précises en fonction des caractéristiques géométriques de l'objet qu'on mesure. Ici, c'est plutôt une découverte de structures qui ne sont pas nécessairement bien définies au départ. Donc, je reviendrai sur ces questions, mais la question de l'échelle à laquelle on va regarder les données, la question du bruit, qui est forcément liée aux données, sont des questions qu'on n'avait pas abordées jusque-là et qu'on va commencer à examiner. Donc, je vais commencer par la version la plus simple de la détection de clusters, avec les clusters centrés. Et déjà là, on va voir que c'est un problème qui a des ramifications nombreuses, beaucoup de variantes, et qui est algorithmiquement difficile. Donc, l'idée, c'est donc de partitionner les données en K clusters. K va être un paramètre qu'on se donne. Il y aura d'autres approches où on ne fixera pas le nombre de clusters a priori, mais ici, on fixe le nombre de clusters. Donc, on veut séparer, partitionner l'ensemble des données en K classes, K groupes, C1, CK, représentés par un centre, comme sur l'image qu'on a vue précédemment. Et on va chercher à optimiser un certain critère. Donc, il y en a 3 qui sont très classiques. Le premier, ce sera le problème des K-centres. On va vouloir identifier K-centres tels que pour chaque classe de la partition, on va considérer donc pour tous les pays, tous les points, toutes les données dans la classe CJ, la plus grande distance entre les pays et le centre, d'accord, le représentant de la classe. On prend le maximum pour toutes les classes et ça va être la mesure, le critère qu'on va chercher à optimiser. Donc là, c'est le max. On peut prendre la somme des distances, c'est ce qu'on appelle le problème des K médianes, ou la somme des carrés des distances. Ça, c'est le K moyenne ou K mins en anglais. Alors, commençons par le K centre. Il y a un algorithme très simple pour résoudre ce problème. On va voir qu'il a bien que très simple, il a des propriétés intéressantes. Donc l'idée, c'est un algorithme glouton, c'est-à-dire qu'il va construire les centres un à un sans jamais revenir dessus. Et pour faire ça, il prend pour le premier centre C1 n'importe quel point des données. Et puis pour le centre suivant, il va prendre le point qui est le plus loin dans l'ensemble des centres déjà construits. Donc C1 pour commencer. D'accord ? Mais à chaque étape, il va prendre le point de données qui est le plus loin des centres déjà construits. Donc on voit un petit exemple ici. Si on part du point qui est en bas à gauche, donc ça va être le premier centre. Ensuite, on prend le centre qui est le plus loin, puis le centre qui est le plus loin, puis le centre qui est le plus loin, etc. D'accord ? C'est clair ? Donc à chaque fois, donc c'est un algorithme très simple qui à chaque fois prend le point le plus loin de l'ensemble des centres qu'on a déjà construits. On peut montrer que cet algorithme très simple en fait, approxime la solution au problème dans un facteur 2.
ce qui n'est pas si mal. Et pourquoi est-ce que c'est vrai? Donc la preuve tient en quelques lignes. C'est ici, donc c'est un raisonnement par l'absurde. Donc on appelle C1, CK les centres qui sont fournis par l'algorithme. J'ai mis des tildes après. Et donc on va supposer qu'il y a une solution qui a un rayon. Donc le rayon, c'est la quantité qui est ici, hein, le max sur toutes les classes du max des distances entre le représentant et les points de la classe. Donc on suppose qu'il existe une solution de rayon R sur 2 et un point P tel que sa distance au centre construit est plus grande que R. Donc, si ce point existait, on contredirait le fait que l'approximation est correcte dans un rapport 2. D'accord, mais si ça c'est vrai, à ce moment-là, pour tous les points de 1 à k qui ont été considérés, tous les représentants qu'on a construits, la distance entre ces points est plus grande que R, parce que sinon, on aurait toujours pu prendre le point, justement, P, qui est plus loin. Comme la règle, c'est de prendre le point le plus loin, nécessairement, ça devrait être plus loin que R, et donc la distance ici entre les centres devrait être plus grande que R. D'accord? Donc on a en fait K plus un point, les centres C1, CK et ce point P qui sont à distance plus grande que R les uns des autres. Et aucun de ces points ne peut évidemment appartenir à la même classe, puisque le diamètre de la classe, puisque le rayon c'est R sur 2, le diamètre c'est R. D'accord? Donc aucun de ces K plus un point ne peut appartenir à une même classe, et donc il n'existe pas de solution de rayon R sur 2 avec K cluster. Et donc ça contredit l'hypothèse, et donc ça montre que l'approximation est dans un facteur 2. Voilà, donc un algorithme très simple qui a une approximation dans un facteur 2 et qui par ailleurs est très utile pour construire des échantillons. Donc on avait parlé d'epsilon net dans les cours précédents, et donc là c'est une version discrète du même mécanisme. Donc si on a un ensemble de points, P1, PI, et qu'on utilise cette technique où on prend à chaque fois le point le plus loin de manière gloutonne, on construit quelque chose qu'on avait appelé un... Donc si RI est la distance du nouveau point qu'on insère à l'échantillon, donc à l'ensemble des centres déjà insérés, on construit un RI net. Donc ce qui est peut-être étonnant, c'est qu'à chaque itération, on a un bon échantillon, dans le sens où c'est un RI net. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de P, l'ensemble global, qui sont à distance plus grande que RI d'un point de l'échantillon, à un des centres, et la distance entre les centres est également, entre deux centres, est toujours plus grande que RI. C'est ça qu'on appelait un RI net. Alors la preuve de ça est très élémentaire aussi. Donc par construction, il n'y a pas de point de P à distance plus grande que RI, puisqu'à chaque fois on prend le plus loin, et que celui qu'on vient de prendre là, est à distance RI, donc ça c'est trivial. Et c'est RI, pas lambda I, excusez-moi, RI séparé, c'est-à-dire il n'y a pas deux points, deux centres, deux points de l'échantillon qui sont à distance moins que RI, pour la bonne raison que la distance entre deux points A et B, si on suppose qu'on a inséré B après A, c'est égal à ce que j'appelais RB, c'est-à-dire le rayon d'insertion du point B. Et comme on prend toujours les points le plus loin, les rayons d'insertion ne font que décroître, et donc RB est plus grand que RI, ce qui montre la deuxième partie de la proposition. Donc en fait, cet algorithme extrêmement simple construit une suite de nets, de réseaux, à la fois denses et séparés. Donc c'est utilisé pour beaucoup d'applications. Donc si vous vous souvenez, on avait vu, ce que j'essaye de faire dans ce dernier cours, c'est de faire des liens avec les cours précédents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait appelé le raffinement de données dans la théorie des maillages. Donc on était dans l'espace euclidien, pas sur un ensemble discret de points, mais on insérait toujours le point le plus loin, et ça construisait des maillages qui avaient des bonnes propriétés qu'on avait étudiées. Alors, un petit coup d'œil sur le problème des K moyennes. Donc ici, le critère, je le rappelle, c'est la somme pour toutes les classes
de la somme des distances au carré entre le centre associé à la classe et les points de la classe. Et donc, pour résoudre ce problème, il y a un algorithme extrêmement connu qui s'appelle l'algorithme de Lloyd et qui s'appuie sur le fait que si on regarde considère un ensemble de points P1, Pn de l'espace RD, le point qui minimise la somme des carrés des distances de x au point, c'est le barycentre des points. Donc ça, c'est très, très connu, c'est très facile à démontrer. Et donc l'algorithme de Lloyd fonctionne en deux étapes. On initialise avec K centre comme on veut. Bon, il y a des bonnes façons de faire et des moins bonnes, mais disons, à ce stade, pour décrire l'algorithme, pas besoin de préciser ça. Donc on choisit K centre. Et ensuite, on répète les deux étapes suivantes. Une opération de partition qui va consister à associer chaque point de P au centre qui lui est le plus proche, une partition de Voronoi, si vous voulez. Et une deuxième étape qui va, en s'appuyant sur le lemme qui précède, remplacer le centre du cluster par le barycentre correspondant. Le barycentre de la... D'accord ? Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois, on va minimiser ce critère. Ici, parce qu'on associe chaque point de P au centre le plus proche, et ici, parce qu'on a le lemme qui nous dit qu'on minimise le critère en se plaçant au barycentre. Et donc l'algorithme de Lloyd va itérer ces deux opérations, le critère diminue à chaque fois, et à convergence, on aura la partition un optimum local du problème des K moyennes. Alors ça aussi, un petit retour en arrière, c'est quelque chose qui est aussi très utilisé dans l'espace euclidien, et on verra plus tard pour d'autres espaces, pour en particulier rendre les diagrammes de Voronoi les plus réguliers possibles. Donc vous avez à gauche ici un exemple avec des sites, et on applique exactement ce critère. On déplace, on le voit, on le devine, on déplace les sites des cellules de Voronoi qui définissent ces cellules de Voronoi au centre de gravité de ces cellules, et on itère la construction du diagramme, puis le déplacement des centres, puis etc. Et on obtient ici ce dessin. Et ça a été utilisé, je ne vais pas le détailler, mais ça, c'est des résultats de Pierre Allier qui avait fait un séminaire il y a quelques séances pour calculer des approximations de ce genre d'objets 3D. Voilà, donc cet algorithme K-means, alors sous ces apparences peut-être simples, en fait, ces problèmes sont difficiles. Donc aussi bien K-centre que K-médiane que K-moyenne sont des problèmes NP difficiles. Donc il n'y a pas d'algorithme polynomial en toute généralité pour les résoudre. On peut montrer aussi que le problème de K-centre, le premier dont j'ai parlé, qui avait un facteur d'approximation de 2 en utilisant l'algorithme le plus simple qu'on peut imaginer, en fait, si on veut une approximation meilleure que 1,86, c'est aussi un problème difficile. Voilà. Alors après, comme c'est des problèmes absolument centraux, il y a toute une littérature que je ne peux pas décrire, évidemment, mais je mentionne quelques-uns des résultats peut-être les plus significatifs. Donc il y a des algorithmes approchés. Donc là, ça renvoie aussi à ce qu'on avait fait sur la recherche de voisins, en particulier en grande dimension, où chercher des solutions approchées était nécessaire si on voulait avoir des recherches, des structures de données efficaces, en mémoire et en temps d'accès. Et donc ici aussi, on peut développer des algorithmes approchés et obtenir des résultats polynomiaux où l'erreur d'approximation fait partie des paramètres d'évaluation de la complexité. Et puis un autre algorithme pour peut-être ceux qui ont déjà entendu parler, donc c'est K++ min. Donc c'est une façon d'initialiser l'algorithme qui garantit une certaine qualité sur le résultat. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut faire assez facilement des exemples très simples pour lesquels K-means ne conduit pas à une bonne approximation de la solution optimale.
Alors, ça, c'était pour les clusters centrés. Donc, je parlerai tout à l'heure des clusters qui ne sont pas toujours centrés. Mais un autre objet qui nous avait occupé, c'était les variétés. Donc les variétés, je vous rappelle, c'est un espace topologique qui localement va ressembler à un espace affine si la variété de dimension K, de dimension K. Et donc on avait, si vous vous souvenez, réussi à trianguler les variétés, au moins les variétés, en particulier les sous-variétés de courbure bornée, on avait réussi à les trianguler de façon satisfaisante. Donc, pourquoi s'intéresser aux variétés dans le cadre des données? Il y a beaucoup de raisons. Certainement, tous les types de données ne rentrent pas dans cette catégorie, mais je voudrais vous en montrer quelques-uns. Le premier exemple, ces trois exemples, en fait, je les avais déjà montrés au cours sur les espaces de configuration. Donc, le premier exemple, c'est l'espace de configuration d'une molécule, une petite molécule, cyclooctane, donc c'est 8H16, 24 atomes, et donc on représente toute conformation, toute configuration, comme la donnée des positions dans l'espace des 24 atomes. 24 x 3, 72, donc on est dans un espace de dimension 72. Mais il y a des contraintes, c'est une molécule cyclique qui a beaucoup de contraintes. En fait, l'espace, le nombre de degrés de liberté de cet espace de configuration, c'est 2. Ce qu'on peut montrer de façon mathématique, et qu'on peut aussi voir en reconstruisant cette variété. Donc en fait, on a une surface, une variété de dimension 2, plongée dans un espace de dimension 72. Et donc on avait vu comment modéliser et comment trianguler les données de cette molécule. L'autre exemple, c'est en dessous, c'est les images. Donc j'en ai déjà parlé. Au moins dans certains cas, les images sont produites par un système qui a un petit nombre de degrés de liberté. Donc là, c'est le cas où on regarde à travers un télescope. Donc il y a essentiellement 2 degrés pour représenter l'orientation. Le zoom, mettons 3 degrés de liberté. Si vous ajoutez les conditions d'éclairage, ça peut faire un peu plus, mais disons, le nombre de degrés de liberté est petit par rapport aux 10 millions de pixels que va produire votre caméra. Et donc, si vous représentez les images comme des points dans ce grand espace, eh bien, vous allez avoir une structure de variété qui va apparaître, variété de dimension toute petite. Et puis à droite, c'était le cas ce qu'on appelle capture de mouvement. Donc, il y a des points lumineux sur un danseur qu'on repère par des caméras. Donc on a la position dans l'espace de ces points lumineux. Et de la même façon, le nombre de coordonnées qu'on va mesurer est très grand par rapport au nombre de degrés de liberté, au moins de degrés de liberté significatifs du danseur. Alors il y a une autre classe, ce sera le dernier exemple de classe de variétés qui apparaissent naturellement quand on s'intéresse aux données, c'est lié aux séries temporelles. Et donc à un théorème de Takens. Donc, si on a un système dynamique, phi, qu'on peut voir comme l'application de phi qui va de R croix x, donc l'espace dans lequel on se trouve dans x, donc on peut voir ça comme un flot sur x, et on s'intéresse aux invariants, c'est-à-dire le sous-espace grand A tel que le phi de RA soit égal à A. Typiquement, les ensembles invariants auxquels on s'intéresse sont de toute petite dimension, sont des variétés de toute petite dimension par rapport à la dimension de l'espace X. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir représenter A sans avoir à faire des calculs ou des structures de données complexes dans X. Voilà. Mais le point particulièrement intéressant dans les cas des données des séries temporelles, c'est qu'on n'a pas accès directement à A, mais on a accès à A à travers des observations. Donc on va faire des mesures, c'est-à-dire on va avoir une fonction scalaire, que j'appelle alpha ici, de A dans R, et on va définir un vecteur qui va être l'observation à l'instant, disons, t, puis t plus delta t, plus t plus delta 2 delta t, etc. Donc par application répétée de phi.
à des intervalles de temps identiques. Et en faisant ça, k fois, on a un vecteur dans l'espace de dimension k. Et ce que dit le théorème de Takens, c'est que si k est plus grand que 2 fois la dimension de A, alors psi est un plongement de la variété de A dans RK. Donc voilà une autre façon, et je pense qu'on Frédéric en parlera peut-être, mais ça sera aussi une question évoquée dans les colloques. C'est un cas extrêmement courant où on cherche à analyser ces espaces, ces invariants à travers des observations. Alors, ce dont on avait parlé aussi la dernière fois, c'était la réduction de dimension. Donc ici, c'est particulièrement intéressant parce que les données, souvent, sont observées dans des espaces de grande dimension. Pensez à une image, il y a 10 millions de pixels. Mais en fait, le contenu intrinsèque de ces données est beaucoup, en général, c'est au moins ce qu'on pense si on veut pouvoir analyser les données, beaucoup plus faible. Et donc, le théorème de Whitney dit que toute variété de dimension intrinsèque k peut être plongée dans un espace de dimension 2k plus 1. Donc si vos données vivent sur une variété de dimension k et que vous les observez dans un espace de dimension gigantesque, en fait, vous pouvez réduire la dimension, reste à savoir comment, et se placer dans un espace qui sera que de dimension 2k plus 1. Alors on avait vu une application de une idée proche de... Pardon. Donc, oui, on avait vu une idée proche de cette question à travers le lemme de Johnson-Lindenstrauss. Donc, je vous rappelle, le lemme de Johnson-Lindenstrauss, dans sa version de base, dit que si on a un nombre fini de points dans un espace de grande dimension, en fait, la dimension importe peu, on peut les plonger dans un espace affine de dimension beaucoup plus petite, le beaucoup plus petit étant log n sur epsilon carré, si on tolère une erreur epsilon sur la distorsion, c'est-à-dire la façon dont les distances entre les points est perturbée par cette projection. D'accord ? Et donc, ce résultat, qui est un grand résultat, qui avait été utilisé pour accélérer la recherche de voisins en grande dimension, et il a été généralisé au cas des variétés. Donc, par plusieurs auteurs, Baraniuk et Wokin les premiers, et amélioré par Clarkson. Et donc le résultat dit la chose suivante. Si on a une variété M, une sous-variété de RD de dimension K, de portée positive, donc la portée, je l'avais définie quelques cours avant, mais en gros, c'est quelque chose qui va contrôler le plongement de la variété, c'est la façon dont elle est courbée et la façon dont elle est étranglée, deux nappes peuvent se rapprocher. Donc si tau repère ce plongement, disons, donc c'est un nombre réel qu'on veut positif, et si epsilon, qui est l'erreur qu'on tolère, est un nombre entre 0 et 1, si on projette dans un plan aléatoire, donc la randomisation joue un rôle essentiel, h, de dimension, la quantité qui est là, donc essentiellement d sur epsilon carré fois log de 1 sur epsilon plus un terme qui ici va dépendre de delta, qui est la probabilité, qui va contrôler la probabilité avec laquelle on veut que la propriété suivante soit vérifiée, que pour tout couple de points sur la variété, la distance, donc f de p, c'est la projection dans l'espace affine dans H, moyennant une normalisation par racine de d sur k. Donc πh, c'est la projection, on normalise, et donc on a que l'écart entre f de p et f de q au carré est compris entre 1 plus epsilon et 1 moins epsilon fois la distance au carré entre p et q. Donc la projection, dans ce sens-là, dans l'espace affine H de dimension k, qui est écrit en rouge, ne perturbe pas, ne distord pas les distances de manière significative. Donc voilà quelques-uns des belles propriétés qu'ont les variétés et qui sont utilisées dans le cadre de l'analyse des données. Un autre résultat intéressant que j'avais discuté la dernière fois, c'était celui des partitionnements dans les espaces de grande dimension. Donc si on a des données, on cherchait à les partitionner, et une des façons de partitionner les données consistait à construire sur les données des arbres
qui représente les différentes cellules d'une subdivision et la façon dont ces cellules sont organisées. Donc il y avait les arbres KD, qui sont une version ancienne et qui marche assez bien en pratique, mais on peut montrer que dans certains cas, ça se comporte très mal. Et puis les arbres RP, Random Projection Trees, en anglais, qui étaient des arbres proposés par Das Gupta, donc je refais un peu de publicité, mais qui donnera 2 exposés la semaine prochaine sur ces sujets et des sujets connexes. Et donc en utilisant ces algorithmes, ces arbres RP qu'on voit se construire ici, on peut aussi les utiliser pour approcher localement les données. Donc dans chaque cellule, on va décomposer les données, donc les points en cellules, c'est ce qu'on voit ici, et on peut approcher, par exemple ici en utilisant une analyse en composante principale, donc on cherche l'ellipsoïde qui approche au mieux les données dans la cellule. Donc au départ, il n'y a qu'une seule cellule, on a un ellipsoïde bleu comme ça, et puis on coupe, suivant la médiane, je vous rappelle, on choisit une direction aléatoire et on coupe suivant la médiane. Donc on a ici deux cellules et 2 ellipsoïdes, et puis on continue, etc. Et donc ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que on peut montrer que le diamètre de l'intersection des points et d'une cellule, c'est-à-dire le diamètre de l'ensemble des points qui sont dans une cellule, diminue quand on regarde des cellules. Donc les cellules sont représentées sous la forme d'un arbre, et si on regarde 2 cellules qui sont à distance log n, on a diminué par 2 le diamètre de l'ensemble des données contenues dans la cellule. Donc on peut, comme ça, assurer une convergence de la qualité des approximations. Voilà, donc c'est ce qui est fait dans ce papier et d'autres papiers du même genre. Une autre façon d'approcher les objets, en fait celle qu'on avait essentiellement étudiée jusque-là, c'était de représenter les objets, en particulier les variétés, comme des triangulations ou des complexes simpliciaux. Et donc ce qu'on avait vu, c'était des résultats du genre, si l'échantillonnage est suffisamment dense vis-à-vis de la portée, le reach en anglais, donc de caractéristiques, disons, géométriques de la variété échantillonnée, on peut garantir que la reconstruction aura le bon type topologique et se rapproche dans différents sens de l'objet inconnu qui a été échantillonné. Il y a 2 problèmes, disons, qu'on n'avait pas examinés et qui vont devenir essentiels si on s'intéresse à des données et qu'on ne connaît pas. On cherche à trouver la structure sans savoir ce qu'elle peut être. C'est choisir une échelle. On voit ici une illustration. Donc si on a un ensemble de points, on peut croire que cet ensemble de points échantillonne un tore. Mais en fait, si on regarde de plus près, on voit que c'est une courbe en hélice autour du tore. Et donc, suivant l'échelle à laquelle on regarde, on va retrouver une courbe, une variété de dimension 1, une surface de dimension 2, voire un objet de dimension 3. Donc, le choix de l'échelle est un sujet important et on ne peut pas faire l'économie puisqu'on n'a pas, disons, a priori, de connaissances sur la portée de la variété, sa courbure, la façon dont elle est plongée dans l'espace. Puis le deuxième problème, capital quand on s'intéresse à l'analyse de données, c'est qu'il y a du bruit dans les mesures, des fois un bruit très important, et on ne peut pas ignorer le bruit comme on l'avait fait jusque-là. Donc c'est ces 2 questions que je vais discuter. La première, je ne vais presque pas en parler, et c'est Frédéric qui en parlera essentiellement, et je vais parler un peu de la question du bruit. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait fait dans la reconstruction que j'appelle homotopique. Donc, on avait un ensemble compact qu'on avait échantillonné, c'est l'image de gauche. Donc, on partait d'un objet, disons continu, qu'on échantillonne en un ensemble fini de points. On remplaçait les points par des boules, on regardait l'union des boules. Sous certaines conditions, on savait que l'union des boules avait le même type d'homotopie que l'objet sous-jacent, qui était mesuré et qu'on ne connaît pas.
Et ensuite, on associait à cette union de boules, qui avait le bon type d'homotopie, un complexe simplicial, qui lui aussi avait le bon type d'homotopie. Et donc, c'était ça la démarche. On construisait un complexe simplicial qui avait pour sommet les points de départ, et on pouvait montrer, sous certaines conditions, de bon échantillonnage vis-à-vis de la portée de l'objet, ou de quantités du même genre, on pouvait montrer que la reconstruction était fidèle. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des résultats donc, de Chazal, Cohensteiner et Mérigot, travail de thèse de Quentin Mérigot, qui montre qu'en fait, ce résultat peut être généralisé et appliqué au cas où les données contiennent des points aberrants. Ce qui est évidemment complètement impossible avec les résultats précédents, puisqu'il suffit qu'il y ait un seul point loin des autres pour que toutes les hypothèses s'écroulent. Donc comment ça marche? On va définir donc ce qu'ils ont appelé la distance à la mesure. Et dans le cas discret, c'est très facile à comprendre. On regarde pour un point x, ces k plus proches voisins, c'est les points rouges ici, et on va calculer la quantité qui est ici, c'est la somme pondérée des distances au carré entre x et les k plus proches voisins. D'accord? Et on prend la racine carrée, et donc on appelle ça la distance à la mesure. Alors cette quantité-là, elle nous est aussi familière si vous avez la mémoire du premier cours, parce qu'en fait, c'est facile de voir que quand les k plus proches voisins sont fixés, l'expression de la distance est fixée, et donc en fait, il suffit de construire pour calculer cette fonction, il suffit, en tout point de l'espace, il suffit de construire le diagramme de Voronoi d'ordre k, c'est-à-dire ce qui est dessiné ici pour l'ordre 2. Chaque cellule correspond au point du plan ou de l'espace qui ont les mêmes k plus proches voisins. Ici, sur la figure, les mêmes 2 plus proches voisins. Donc, je vous rappelle très rapidement, par exemple, la cellule qui est ici a ce point et ce point comme les 2 plus proches voisins. D'accord ? Donc, quand on est dans une cellule du diagramme d'ordre k, l'expression qui est ici est fixée et on peut la calculer facilement. On peut faire ça pour toutes les cellules. Donc, on a un moyen d'évaluer cette fonction en tout point en calculant ce diagramme efficacement, en calculant ce diagramme de Voronoi. Donc, voilà ici un exemple de nuage de points bruité, et vous voyez qu'en fait, la distance à la mesure, la quantité que je viens d'introduire, qui est représentée ici à droite, ici c'est une autre distance, je ne vais pas la discuter, donne des courbes particulièrement lisses et jolies. Et donc ici, c'est la même chose en dimension 3. Alors en fait, ce qu'on va faire, je vous rappelle, le résultat précédent s'intéressait à remplacer les points par des unions de boules, donc à chercher les niveaux de la fonction de distance au nuage de points. Ici, on va remplacer ça par les niveaux à la distance à la mesure. Et donc, en fait, si on cherche les niveaux de cette fonction, cette distance-là, c'est en fait la puissance du point x par rapport à une certaine sphère qui est centrée au barycentre des points et qui a pour rayon cette quantité un peu compliquée. Donc en fait, à l'intérieur de chaque cellule, la fonction, l'expression ici va être la puissance donc, à l'intérieur de chaque cellule. Donc, excusez-moi. Donc, j'ai manqué vous rappeler quelque chose, c'est que le diagramme de Voronoi d'ordre k, c'est aussi un diagramme de puissance pour certains centres, qui sont précisément ceux qui sont ici, associés à tous les k uplés de points qu'on peut former dans l'ensemble. Et donc, en fait, on a un diagramme de puissance, qui est exactement le diagramme d'ordre k précédent. C'est la même chose, juste une autre façon de le voir. Et à l'intérieur de chaque cellule, on va recouper la cellule par la boule associée au rayon auquel on s'intéresse. Donc en fait, les niveaux de la fonction de la distance à la mesure, c'est rien d'autre que les niveaux dans un certain diagramme de puissance ou diagramme de Laguerre, qu'on sait très bien calculer. Et donc on peut calculer à la fois ces unions de boules
et ce qu'on avait appelé l'alpha complexe. Dans ce cas-là, c'est l'alpha complexe pondéré, parce que les boules n'ont pas nécessairement le même rayon. Les rayons étant donnés par ce qui est ici. Voilà, donc maintenant, on sait calculer la distance à la mesure. Donc, si vous vous souvenez de la figure, ça donnait des résultats intéressants sur la qualité des courbes de niveau. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va comparer ça. Donc, on va d'une part considérer la mesure associée à l'ensemble fini de points, donc qui va être juste n masse de Dirac associée à chaque point de valeur 1 sur n. Et puis pour l'objet, le vrai objet qu'on est en train d'échantillonner, on va associer aussi une mesure de probabilité qui est définie de la manière suivante. Donc c'est l'extension au cas continu de la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc on fixe un paramètre M0 qui joue le rôle du K tout à l'heure. On choisit ces K voisins. Ici, on va choisir une masse M0 et on calcule, on intègre cette quantité, delta de mu m, qui est l'inf des rayons, telle que la masse contenue dans la boule de rayon XR soit plus grande que m. D'accord ? Et donc ça définit une distance à la mesure, dans le cas général d'une mesure, qu'on identifie dans le cas des mesures uniformes sur un ensemble fini de points, c'est la même chose. On peut définir le support de la mesure, qui est juste l'ensemble des points K tel que la mesure sur le complémentaire est nulle, et puis la dimension de la mesure, qui est le plus grand entier K. C'est un peu comme on a défini la dernière fois, la distance doublante, donc une notion de distance assez naturelle quand on regarde quel est le rayon, quelle est la masse d'une boule de rayon R. Donc l'exposant ici va être la dimension. Donc, moyennant ça, on va pouvoir comparer des mesures de probabilité en utilisant la distance de Wasserstein. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va mesurer, c'est aussi appelé le transport optimal. Donc, on a un plan de transport qui va transporter. Vous avez deux mesures. Dans le cas de deux ensembles de points, c'est deux ensembles de points. On va transporter la masse de chacun des points de l'ensemble sur le deuxième. Donc on a une fonction ici, on associe à tout couple de points I1, I2 le coût Pi1, I1, I2, donc positif, et il faut que, là, évidemment, la somme des masses d'un des ensembles soit transportée entièrement, et donc la somme sur I1 de Pi1, I2, Cn2, et la somme de la même chose dans l'autre sens. Et le coût d'un plan de transport, ça va être la somme pour toutes les paires I1, I2 de la distance au carré entre ces points pondérée par cette quantité-là. D'accord, la masse qu'on transporte. Et la distance de Wasserstein, ça va être le minimum sur tous les plans de transport possibles de cette quantité. Alors c'est facile de voir que si on a quelques points aberrants, ces points vont être gommés. La distance de Wasserstein, là je dis très rapidement, si on a un ensemble de n points et que P1 est un ensemble, on reprend les n-k-1 premiers points, et puis on prend k points différents, avec la distance au premier point, c'est grand R. La distance de Hausdorff entre les deux ensembles, c'est grand R, alors que la distance de Wasserstein, ça va être quelque chose qui est de l'ordre de racine carrée de k sur n fois le rayon plus le diamètre. Donc beaucoup plus petite. Donc c'est une bonne façon de prendre en compte les points aberrants. Cette histoire de transport se généralise au cas de mesure quelconque. Donc je passe les détails pour arriver au résultat principal. Et donc qui étant, c'est l'exacte généralisation du théorème de reconstruction qu'on avait dans le cadre euclidien, dans le cas des mesures de probabilité. Donc, il montre d'abord que si deux mesures sont proches au sens de Wasserstein, les distances à ces mesures sont proches, au sens de la norme à l'infini. Et d'autre part,
on en déduit que la distance, donc si on a une mesure de probabilité de dimension dim de mu et de support k, vous pouvez penser à des points sur une variété, et mu p, la mesure uniforme sur un échantillon p, donc ça c'est les mesures, les données, alors la distance à la mesure associée à p, en prenant les k plus proches voisins, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et la distance au support est plus petite que cette quantité. Donc, qui a fait intervenir k au dénominateur et au numérateur, donc il y a à combiner deux termes antagonistes. Évidemment, si on augmente le nombre de points k, cette quantité va diminuer, tandis que celle-là va augmenter. Donc on va perdre en précision. Et donc il faut ajuster ce paramètre. Et de la même façon qu'on avait un résultat de reconstruction pour les fonctions de distance, ici on a un résultat de reconstruction analogue pour les fonctions de distance à la mesure. Si la distance de Wasserstein entre deux mesures mu, pensez la mesure sur l'objet qui nous intéresse et la mesure sur les points, est suffisamment petit, les niveaux des deux, c'est-à-dire le niveau de la fonction distance à la mesure, ce qu'on a calculé avec les diagrammes de Laguerre, et les offsets au support qu'on ne connaît pas, sont homotopiquement équivalents, pour des plages bien choisies des paramètres. Donc en fait, c'est ce qu'on voit ici. Donc vous avez un ensemble de points, donc densément, qui échantillonne densément le rectangle qui est au centre, et puis il y a des points aberrants autour, 20% de points aberrants, et vous voyez que les offsets du rectangle sont relativement ou même très bien approchés. Et puis ici, c'est un exemple en dimension 3 avec des points aberrants. Voilà, donc pour conclure sur cette partie, il n'y a pas d'hypothèse sur la nature du bruit. On peut dire que la distance à la mesure se comporte de façon analogue à une distance. On peut évaluer le gradient, j'en ai pas parlé, mais ça c'est aussi très utile dans certaines applications, en particulier détection de clusters basés sur l'estimation de densité. Et ce que j'ai un peu caché peut-être, c'est que en fait, ce calcul de la distance à la mesure est quand même coûteux, puisqu'il faut calculer ces diagrammes de Voronoi et d'Androkar. Donc là, il y a aussi toute une partie des résultats qui consiste à chercher à approcher, à rendre ce calcul plus simple, tout en conduisant un résultat approché qu'on contrôle. Alors, ça, c'était, disons, l'aspect bruit. Évidemment, c'est juste des flashs sur quelques points. Un autre aspect très important de l'analyse des données géométriques, c'est celui du choix de l'échelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est lié à des notions comme les filtrations, qui généralisent les complexes simpliciaux, ou qui se construisent sur des complexes simpliciaux, et la persistance. Donc, j'avais l'intention d'en parler, mais comme le temps passe et que c'est au cœur du sujet de ce dont va parler Frédéric juste après, je vais juste sauter ces transparences. Mais pour vous dire, je crois qu'il en parlera, que c'est aussi très utile pour le problème de clustering, en particulier quand on n'a pas fixé à l'avance la classe, mais qu'on cherche à identifier les clusters en fonction de la densité des nuages de points. Voilà, donc je le laisse parler de ça. Je saute et je voudrais aborder dans les minutes qui me restent un sujet un peu différent, mais qui est aussi intéressant et qui conduit à des algorithmes géométriques très proches des algorithmes qu'on a vus jusque-là dans le cadre euclidien. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est que les données, c'est des informations, plus que des points dans un espace euclidien, et qu'on va vouloir se placer dans des espaces statistiques dont les points vont représenter en fait des lois de probabilité. Donc, par exemple, une gaussienne, définie ici, avec un centre et une moyenne, une moyenne et une variance, pardon, va se représenter dans un espace paramétré de gaussienne comme un point dans cet espace de dimension d plus 1 si l'espace de départ était de dimension d. Les gaussiennes sont isotropes.
Donc on voudrait pouvoir faire de la géométrie dans des espaces de ce genre-là, et ce n'est pas nouveau en fait, les gens ont fait ça depuis les premiers jours de la théorie de l'information, et il y a plusieurs façons de mettre une métrique sur ces espaces. La plus connue sans doute, c'est celle de la métrique de Fisher, donc qui permet de faire de la géométrie riemannienne dans ces espaces statistiques. Donc c'est un sujet très intéressant, et comme on avait vu, on peut trianguler, donc approcher par des complexes simpliciaux des variétés riemanniennes. On peut imaginer appliquer ce qu'on a étudié il y a quelques cours dans ce contexte. Ceci dit, calculer la métrique de Fisher, c'est quelque chose de compliqué, et beaucoup d'approximations ont été étudiées, en particulier la divergence. Alors, on ne parle plus de métrique, mais la divergence, je vais y revenir, ce n'est pas des vraies métriques, de Kullback-Leibler, qui est très utilisée en particulier en image, Itakura Saito, plutôt très utilisé en traitement de la parole, et d'autres mesures. Donc il y a une grande variété de façons de mesurer la ressemblance, la divergence entre lois de probabilité. Alors je voudrais vous parler d'une généralisation de plusieurs, en fait beaucoup de ces divergences qu'on appelle les divergences de Bregman, et qui sont définies de la manière suivante, de manière très simple. On va voir que c'est à la fois très simple, très géométrique, et très lié à ce qu'on a vu auparavant. Donc, on se donne une fonction convexe, strictement convexe, différentiable définie sur un ensemble convexe, grand X, et on définit la divergence de Bregman pour f, donc je l'écris df, je mets un grand D parce que c'est plutôt une distance au carré, vous allez voir, donc c'est la notation que j'avais utilisée pour les diagrammes de la guerre. Donc la divergence entre P et Q, c'est la valeur de la fonction en P moins la valeur de la fonction en Q moins le produit scalaire entre le vecteur P moins Q et le gradient de f en Q. Donc en fait, c'est le premier terme du développement ici de f. Géométriquement, on voit donc le graphe de f ici en rouge. Vous avez l'espace grand X dans lequel on travaille, donc P et Q sont les deux points, et la divergence, ça va être en fait la distance, ça vient immédiatement de la définition, c'est la distance verticale entre le plan tangent au graphe à grand F, le graphe de F, au point relevé sur F de Q, et le point relevé sur F de P. D'accord ? Donc voilà ici la divergence vue géométriquement. Et ça vous rappelle peut-être quelque chose. On avait vu ça pour les diagrammes de Voronoi à la distance euclidienne. Donc je vais y revenir. Alors juste une petite remarque. Donc ces divergences, là, ce n'est pas une distance en particulier, ce n'est pas symétrique. C'est pas symétrique, mais par contre c'est toujours positif. Et ça vaut 0 si les deux points sont identiques. Alors, quelques exemples de ces divergences. Donc, la première, c'est la distance au carré. Donc, si on prend pour f de x, x au carré, vous écrivez la définition, et vous trouvez que la divergence, c'est p moins q au carré, donc c'est la norme au carré, la distance au carré. Alors c'est moyennement intéressant, mais c'est ça qui va peut-être faire le lien avec les autres. Donc à la suite de ça, on peut définir beaucoup d'autres divergences qui s'appuient sur des fonctions convexes, et en particulier, donc, dans le monde de la théorie de l'information, l'entropie de Shannon, c'est la fonction f qui est ici, d'accord, conduit à la divergence de Kullback-Leibler, qui est quelque chose de très utilisé, comme je l'ai dit, en image. Et donc c'est une divergence de Bregman. Dans le monde de la parole, c'est une autre entropie qui est utilisée, l'entropie de Burg, qui conduit aussi à une divergence de Bregman. Donc les expressions peuvent paraître très différentes, mais en fait, elles sont toutes codées sous la forme d'une divergence de Bregman. Donc c'est intéressant de comprendre la géométrie de ces espaces de Bregman.
et en particulier les diagrammes de Voronoi, les triangulations et la machinerie qu'on a mise en place dans le cadre euclidien précédemment. Donc, regardons les bisecteurs, c'est-à-dire les points qui sont à égale divergence de deux points particuliers, P et Q. Et donc, il y a deux, donc on écrit juste l'équation ici, et il y a deux cas suivant que P est à gauche et Q à droite, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'on va chercher, excusez-moi, suivant que X est à gauche ou X à droite. D'accord ? Donc, si X est à droite, à gauche, le bisecteur, donc on écrit cette équation, et comme les termes non linéaires sont soit constants, soit disparaissent, ça va être un hyperplan. Dans l'autre cas, ce n'est pas un hyperplan, c'est plus compliqué. Mais c'est très important que ce soit un hyperplan. Donc, puisqu'on a deux types de bisecteurs, on a deux types de diagrammes de Bregman. Et en fait, via la dualité de Legendre, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais pour ceux qui savent ce que c'est, on peut passer d'un type à l'autre. Et plus précisément, on a ce résultat, pas difficile, que la divergence pour f de x à y, c'est pareil que la divergence pour une fonction conjuguée, f étoile, entre y' et x', où y' et x' sont les gradients de f en x et y. Donc en fait, il y a deux espaces, l'espace primal et l'espace des gradients. Et en jouant sur les deux, on va pouvoir passer d'un diagramme d'un type à l'autre. Alors, ce qui n'est pas non plus une surprise, si vous vous souvenez du premier cours, c'est que puisque les bisecteurs sont affines, en fait, ces diagrammes de Bregman vont être des diagrammes de Laguerre ou des diagrammes de puissance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur associer, un ensemble de sphères. Donc on a ces deux diagrammes, un diagramme affine et un diagramme courbe, les deux se correspondant par cette transformée de Legendre. Donc ici c'est un résultat produit par Frank Nielsen qui est dans la salle. Donc ces travaux ont été faits avec Frank Nielsen et Richard Nock. Et donc on voit les trois types, le diagramme Bregman de premier type, du deuxième type, et la somme, la moitié, la demi-somme des deux. Donc une divergence symétrique. Donc, comme je l'ai dit, puisque les bisecteurs sont des plans, des hyperplans, eh bien, on a un diagramme de Laguerre, c'est-à-dire qu'on peut exhiber des sphères telles que ce diagramme de Bregman est exactement, s'identifie à un diagramme de Laguerre. Donc ici, vous avez le petit calcul qui permet de le faire, mais on voit que les sphères sont centrées, en fait, au gradient des points de départ. Alors, on peut définir des sphères de Bregman. Donc, vu la définition, en fait, ces sphères de Bregman sont simplement obtenues en décalant verticalement le plan tangent en Q chapeau. Donc, les sphères centrées en Q chapeau vont être obtenues en décalant verticalement, translatant verticalement le plan tangent en Q chapeau. Et l'intersection avec le graphe de f va, en projection, s'identifier avec les sphères de rayon R, si R est la quantité dont on translatait le plan vertical. D'accord ? Ça, c'est une conséquence immédiate de la définition de la représentation graphique de la divergence. Et inversement, on peut montrer que toute l'intersection du graphe de f avec tout hyperplan se projette suivant une sphère de Bregman. Donc ça, c'est également intéressant parce que ça veut dire qu'on peut calculer les unions de boules de Bregman de la même façon qu'on calcule les unions de boules euclidiennes avec la même complexité, les mêmes algorithmes. On peut également associer à un ensemble de boules le nerf de cet ensemble de boules. Et il aura le même type d'homotopie que leur union. Ça, c'est une conséquence du théorème du nerf. Et on peut, via la transformation de Legendre et l'homéomorphisme qui va avec, en déduire la même chose pour les boules du deuxième type. Donc en fait, on a deux ensembles de boules dont les nerfs vont être des complexes qui auront le type d'homotopie de l'objet. Voilà, donc on a toutes ces correspondances entre espace primal et espace des gradients. On a des diagrammes affines d'un côté et soit courbes, soit des diagrammes de Laguerre centrés sur des points au gradient. Et on peut jouer avec toutes ces correspondances. Donc là, vous avez quelques exemples.
Et juste pour terminer très rapidement, donc, ces triangulations ont des propriétés. Donc on peut associer à ces diagrammes des triangulations qui vont être le nerf de ces diagrammes de Voronoi. On peut aussi les calculer comme la projection de l'enveloppe convexe inférieure d'un ensemble de l'intersection de demi-espaces, exactement comme on avait fait dans le cas euclidien. La triangulation associée va être aussi une triangulation qui possède la même propriété que les triangulations de Delaunay, c'est-à-dire qu'on va associer à chaque simplex une boule de Bregman circonscrite, et cette boule sera vide. C'est une propriété caractéristique. Les résultats d'optimalité qu'on avait, on les a toujours. Et puis on peut définir des filtrations, c'est-à-dire des séquences, des suites de complexes imbriqués basées sur ces unions de boules de Bregman. Voilà, donc pour conclure, les divergences de Bregman ne sont pas des métriques, mais on voit qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses de manière analogue à ce qu'on a fait dans le cas euclidien. Les diagrammes de la guerre se révèlent une nouvelle fois utiles, et donc on les a vus aujourd'hui pour les distances à la mesure, on les avait vus d'autres fois précédemment, donc c'est quelque chose, je pense, que vous pouvez retenir. Et puis il y a des applications nombreuses. Donc l'algorithme des K moyennes, donc K-means, peut se généraliser, en particulier l'algorithme de Lloyd peut se généraliser à ce contexte. Franck et Richard s'est intéressé au calcul de la plus petite boule englobante, ces problèmes de base très importants en grande dimension. On peut aussi s'intéresser à la réduction de dimension, et puis l'analyse topologique des données, ce sera la transition avec le cours qui suit. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Frédéric Chazal. Donc, si vous avez une question rapide, je peux y répondre, sinon on peut discuter après le séminaire.